Le DAF Fresh Morning, c'est 104.5 tonnes de bonne humeur. Tous les matins sur Urban FM, la meilleure radio de la capitale. Vous êtes sur les 104.5 Urban FM, la station urbaine, et vous écoutez le DAF Fresh Morning dans le cadre de notre semaine sur l'éducation enclenchée par la rédaction de Urban FM. Ce matin, nous recevons Monsieur Jean-Gaspard Ntutumaï. On va parler de la médiation dans la crise du secteur de l'éducation nationale. Et avec nous, on a appelé aussi Mosley qui est avec nous. Mosley, bonjour. Bonjour DAF Fresh, Comment tu vas? Bonjour René Riut Fallon, ça va très bien, bonjour honorable. Oui, ça va très bien. Bonjour honorable. Bonjour DAF Vous Fresh. êtes déjà honorable, hein? Quand vous êtes passé la dernière fois ici, vous n'étiez pas honorable. Comment ça va dans votre nouvelle peau d'honorable? Oh, ça va bien dans l'ensemble. J'ai beaucoup de temps pour le moment parce qu'on a presque commencé par des vacances. On a Oui. travaillé 2 semaines et puis on est en temps vacances parlementaires. Les miennes vont être un peu interrompues, mais sinon ça va bien. D'accord. Il y a une question qui se pose dans la crise de l'éducation et le président vous a choisi pour résoudre cette crise en tant que médiateur, c'est ça? Il y a pas que lui qui m'a choisi. Enfin, mais c'est peut-être lui qui m'a choisi, mais vous savez. Comment ça, il n'y a pas que lui qui vous a choisi? Peut-être que on a une mauvaise compréhension du choix d'un médiateur. Je vais illustrer. Si vous avez 2 amis qui ont un problème, l'un d'entre eux pourra vous solliciter pour faire la médiation, mais vous ne pourrez le faire que si l'autre accepte. C'est-à-dire que autant le chef du gouvernement, en l'occurrence, qui est le président de la République, m'a sollicité pour faire cette médiation, autant si les enseignants regroupés au sein de SOS Éducation, la base, ne l'avaient pas accepté, je n'aurais pas pu faire de médiation. Donc, j'ai été certes sollicité en premier par le chef du gouvernement, mais il a fallu que je me rapproche de SOS Éducation, la base, et je crois que vous m'avez vu aller à leur AG pour leur présenter la situation, et ce n'est que lorsqu'ils ont accepté eux aussi que j'ai pu faire cette médiation. Cette situation a été critiquée par des opposants politiques, des acteurs politiques, peut-être pas dire opposants. Excusez-moi de l'expression, cette situation a été critiquée par des acteurs politiques qui trouvent que ça n'a pas de sens, puisqu'on est dans un pays là où il y a un médiateur. Alors, je vais faire un peu de pédagogie. D'accord. Le médiateur de la République, c'est une autorité administrative indépendante. Son rôle, c'est de faire de la médiation lorsqu'il y a un souci entre un citoyen et l'administration publique. Je prends un cas simple, la mairie ou le ministère de l'Habitat est venu casser votre maison ou bien menace de casser votre maison. Avant d'aller au tribunal, vous allez saisir le médiateur de la République. Ou bien, on a installé une poubelle devant votre maison, vous dites que ce n'est pas une décharge publique, voilà. Mais là, il ne s'agit pas, dans la situation de la crise dans l'éducation, d'un conflit entre l'administration et un citoyen. Il s'agit d'une crise entre l'État employeur et ses employés, que sont les enseignants. Donc, ce n'est pas une situation de même nature. Cette crise doit être réglée entre les enseignants et leur employeur, l'État. Et lorsqu'ils se sont retrouvés coincés, une solution certes nouvelle dans nos habitudes de raisonnement a été de dire, écoutez, peut-être qu'il faut une tierce personne pour aider ces personnes à se reparler. Parce que le but du médiateur, ce n'était pas de négocier. Le but du négociateur, ce n'était pas d'arbitrer. Quelle était finalement votre mission? Ma mission était de dire les enseignants regroupés au sein de SOS Éducation, la base, ont rompu tout dialogue avec le gouvernement. Est-ce qu'il est possible de les remettre tous autour de la table? Ce n'était que ça, en fait. Je n'avais pas de mission particulièrement extraordinaire, même si elle n'était pas simple. Mais c'était ça. Pourquoi elle n'était pas simple? Parce que quand 2 personnes ne se parlent plus, qu'il faut les amener à se reparler, ce n'est pas toujours simple. Il y a une raison pour laquelle ils ont cessé de se parler. Vous connaissez cette raison-là? La raison pourquoi les syndicats ne parlent plus avec le gouvernement? Enfin, pas les syndicats, parce que quand moi... Le collectif SOS Éducation. Voilà, quand je me retrouve comme médiateur, le gouvernement est en train de discuter avec
3 groupes d'enseignants, 2 syndicats et une fraction de SOS Éducation. Donc c'est SOS Éducation la base qui ne discute pas avec le gouvernement et l'absence de SOS Éducation la base à la table des négociations ne permet pas de mettre un terme à la crise. Est-ce que vous comprenez concrètement pourquoi on en est arrivé là? Je ne dis pas que je comprends, j'ai mon interprétation ou j'ai ma compréhension. Qui serait? Un seul mot, la confiance. La confiance. Il y a eu une crise de confiance au sein de SOS Éducation par rapport à la manière à laquelle les représentants de SOS Éducation sont retrouvés autour de la table. SOS Éducation, c'est un collectif. C'est une forme de démocratie directe, où c'est en assemblée générale qu'on prend toutes les décisions. Or là, les représentants qui sont allés à la table des discussions, semble-t-il, n'avaient pas été désignés en assemblée générale par leurs collègues. Conséquence, l'assemblée générale a contesté leur présence. Donc il y a eu une rupture de confiance au sein du groupe. Mais également une rupture de confiance entre le gouvernement et les enseignants. Les enseignants soupçonnant le gouvernement de manipulation, le gouvernement soupçonnant les enseignants de manipulation. Donc, au fond, il fallait dire à tout ce monde, non, votre crise, elle est très simple. Les enseignants revendiquent des droits qui leur sont, entre guillemets, pas servis, leurs avancements automatiques, leur reclassement, leur... Vous trouvez ces revendications, à votre sens, légitimes? Vous savez, moi, je suis fonctionnaire à la base. Et dans le statut de la fonction publique, l'évolution de ma carrière est inscrite dans la loi. Donc, on pourrait dire taillée dans le marbre. Lorsque cette évolution n'a pas lieu, pour quelque raison que ce soit, j'ai le sentiment que mes droits sont violés puisque c'est dans la loi. Donc, lorsque les enseignants revendiquent cela, on ne peut même pas parler de légitimité. On peut parler clairement de justesse et de légalité. Maintenant, aux enseignants de comprendre 2 choses. La première, c'est que le gouvernement actuel est un gouvernement qui date, de mon point de vue, du mois de mai 2025, c'est-à-dire au lendemain de l'élection présidentielle. Le Gabon a élu un chef de gouvernement qui a nommé des ministres. Et que la situation qui est la leur date de plus de 10 ans. 40, si vous le dites. Honorable. Mais ce n'est pas la faute du gouvernement actuel. Mais c'est ça. Non, un langage politique. Non, c'est un langage politique. C'est un langage. Ça ne va jamais rien à arranger. chercher qui est responsable ou pas. Non. On croirait qu'il n'y a pas de continuité Non. service. Justement, laissez-moi finir. Même s'il y a eu parce que vous voulez parler du gel des carrières. Voilà pourquoi je vous dis laissez-moi finir. Ce n'est pas la faute du gouvernement, mais c'est sa responsabilité. Parce que c'est lui qui a en charge la gestion de ses salariés que sont les fonctionnaires. Donc le gouvernement doit traiter la question. Il ne doit pas se limiter à dire ce n'est pas de ma faute. Certes, ce n'est pas de sa faute, mais c'est sa responsabilité parce qu'aujourd'hui, c'est lui qui est l'employeur de ses fonctionnaires. En même temps, les fonctionnaires doivent se dire la chose suivante, et c'est ce que j'essayais d'expliquer aussi aux uns et aux autres, que le gouvernement ne peut répondre à vos demandes, pour légitimes qu'elles soient, qu'à concurrence des moyens dont il dispose. Voyez-vous, il y a une non-vérité dans laquelle on nous a fait grandir dans ce pays, qui nous pose des problèmes. On nous dit que notre pays est riche. On nous dit que l'État a de l'argent. N'est-ce pas le cas, monsieur? Non, il n'y a pas de pays riche. Il y a des pays qui produisent de la richesse. C'est une grande différence. Ok? Il y a des pays qui produisent de la richesse. Est-ce que le Gabon en est? Le Gabon n'en est pas. Le Gabon a un grand potentiel. Le Gabon a des richesses. Mais le Gabon n'est pas riche. Le Gabon ne produit pas autant de richesses qu'on veut nous faire croire. On fait comme si le Gabon vendait déjà le fer de Mekambo. Aujourd'hui, le fer de Mekambo, ce n'est qu'une montagne de terre. Il faut travailler pour en faire une richesse. Si je prends cet exemple-là, il faut construire un barrage hydroélectrique à plusieurs centaines de milliards. Il faut construire une voie ferrée de 600 km à plusieurs centaines de milliards. Il faut construire un port en eau profonde pour pouvoir
ensuite vendre, se faire et en tirer bénéfice. C'est celui qui aura investi qui en tirera le plus de bénéfices. Mais on vit comme si, moi j'aime bien entendre certains compatriotes dire, ce n'est pas de ma faute si je suis né dans un pays béni des dieux. Mais tant que vous ne produisez pas de richesse, c'est comme on dit, j'ai de l'argent. L'argent ne se ramasse pas, il se travaille. Mais si le discours politique lui-même à longueur de journée inscrit dans cette logique, mais c'est ce discours politique que la population peut dire autre chose. Je vais vous dire une chose, c'est ce discours politique que moi, je prends la responsabilité de condamner en premier. Nous, responsables politiques, ne devons pas faire croire à nos compatriotes que nous pouvons dormir à la maison tous, et puis on dira le Gabon est riche, et puis on sera riche. Non. Si nous voulons que notre pays soit riche, nous avons un potentiel, nous avons des richesses, nous devons travailler pour produire de la richesse. Monsieur Toumaï, est-ce que l'État doit être injuste, dans le traitement de ses agents? Non, l'État doit être le plus juste, pas le plus juste, l'État doit être juste. Point. D'accord. En tout ce que l'État fait, l'État doit être juste. Et lorsque l'État n'est pas juste, ce n'est pas bien. Est-ce qu'on a réussi à identifier les compromis acceptables pour les deux parties? Écoutez, comme je l'ai dit, je n'étais ni négociateur ni arbitre. Ce que je sais aujourd'hui, c'est que les deux parties... Vous étiez médiateur. J'étais médiateur. Donc, SOS Éducation, la base, et le gouvernement ont fini par accepter de se retrouver autour d'une table. Grâce à vous. Vous avez servi de pont. C'est le rôle du médiateur. Vous avez mis quelle stratégie en place pour arriver à cette fin? J'ai parlé aux uns. En leur disant quoi? En les écoutant d'abord. Je discutais avec les uns en les écoutant. Pour faire simple, la première personne que je suis allé voir, c'est le vice-président du gouvernement. Pour l'écouter, voir quelles difficultés il pouvait rencontrer dans la médiation, voir quelles solutions il proposait, quelle marge de manœuvre il avait. Il vous a dit quoi? Il m'a dit les marges de manœuvre qu'il avait. On veut savoir, les auditeurs veulent savoir. Dafresh. On veut avoir votre dextérité dans cette... Une des caractéristiques d'un médiateur, c'est la confidentialité des échanges. Mais c'est un problème qui touche presque tout le pays. Aujourd'hui, tout le pays est en émoi. Tout le monde attend. Tout le monde est surtout qu'il y a une AG supposée qui pourrait être organisée demain par les enseignants pour prendre une décision peut-être finale par rapport à la médiation que vous avez eu à engager. La médiation avait pour objectif de permettre aux deux parties de s'asseoir autour d'une table. Ni plus ni moins. Attendez, le gouvernement a désigné les 3 ministres concernés pour discuter. SOS Éducation, la base, a désigné un représentant par province pour discuter. Ils ont discuté. Ils ont signé un protocole d'accord. Ce qui reste aujourd'hui, c'est que demain, samedi, dans les 9 provinces, les enseignants tiendront leurs assemblées générales. Leurs collègues qu'ils ont mandatés leur présenteront les conclusions de leurs échanges et les enseignants prendront une décision. Est-ce que vous avez pris connaissance du protocole d'accord additionnel qu'il y a eu entre le gouvernement et ses représentants, mais aussi du protocole d'accord de départ de SOS Éducation, la base? Est-ce que vous avez pu faire une confrontation des deux protocoles pour savoir si il peut y avoir des points de convergence qui permettraient peut-être d'arriver à une certaine situation de décrispation comme si bien lu? J'ai lu les 2 protocoles et le deuxième protocole s'appelle d'ailleurs protocole additionnel. C'est-à-dire qu'il vient compléter le premier. Il ne se substitue pas à lui, il vient le compléter. Le premier qui avait déjà été signé avec les autres syndicats et les fractions mises à l'écart par SOS. Oui. D'accord. Voilà. J'ai lu les 2 documents qui se complètent et donc on a un protocole d'accord et on a un protocole d'accord additionnel. Donc c'est sur l'ensemble de tout cela que les enseignants vont se prononcer demain. Est-ce que si demain il y a une rupture, à tout moins une situation où la base décide de poursuivre la guerre, vous serez toujours enclin à favoriser le dialogue? Mais je dis, il faut se parler encore, se parler toujours. C'est quand même terrible. Les gens ont des vrais problèmes dans leur vie. Les gens ont des problèmes. Les enfants ne partent pas à l'école. Les gens ont des problèmes de salaire. Les gens ont des problèmes de dignité. Monsieur le médiateur, vous, c'est seulement
On doit se parler. Mais vous savez, Toutes ces années-là, on ne sait pas parler. face à cette situation, on a trois hypothèses ou trois solutions possibles. Se parler, Comment? ne pas se parler ou se faire la guerre. Vous choisissez quoi? Parce qu'il n'y en a pas d'autre. Hein. Moi, je ne peux pas accepter qu'on continue à ne pas se parler. Je ne souhaite pas qu'on se fasse la guerre. Donc, on doit se parler. Mais en se parlant, on doit trouver des solutions. Mais vous ne pensez pas qu'on a avancé là? Ah bon? C'est pas nous. Est-ce que vous, Non, quand je dis on, c'est-à-dire... est-ce que vous-même, en lisant ces plus. protocoles d'accord, vous avez l'impression qu'il y a eu des avancées? Voilà. Le fait même qu'il y ait ces deux protocoles d'accord, c'est-à-dire qu'il y ait le premier protocole d'accord, qui était une avancée, qu'on ait un protocole d'accord additionnel, c'est pour moi une avancée. Je ne suis ni juge ni arbitre pour dire si les avancées sont suffisantes, mais croyez-moi, comme vous tous, et c'est peut-être le seul sens de ma médiation, c'est que je veux que nos enfants retrouvent leurs enseignants à l'école. Est-ce que vous ne pensez pas C'est ce après quoi je cours. Moi. à l'issue de ces différentes discussions avec ces deux protocoles qui sont maintenant mis à disposition du public et qui peut-être pourraient ne pas trouver satisfaction auprès des enseignants, est-ce que vous ne pouvez pas engager une étape supplémentaire pour pouvoir interpeller le chef du gouvernement pour un arbitrage, puisqu'il y a deux protocoles, et s'il y a un... Mais le chef du gouvernement ne veut pas être arbitre. Il est parti à la discussion. Le chef du gouvernement est celui qui dispose de l'administration. Dans ce Donc, cas, il y a un la seconde casquette de la chef crise. d'État. Non mais, vous voyez, là on rentre dans la difficulté de nos institutions. L'une des raisons peut-être pour lesquelles le chef du gouvernement m'a appelé ou m'a sollicité, c'est que, effectivement, dans la configuration précédente, institutionnelle j'entends, le chef de l'État était l'arbitre entre le gouvernement et les agents. Aujourd'hui, il est l'employeur puisque c'est le chef du gouvernement. Donc vous ne pouvez plus le mettre en position d'arbitre. C'est une difficulté de mon point de vue. Parmi les difficultés qu'on va rencontrer dans nos nouvelles institutions, c'est de s'y adapter. C'est de dire que effectivement, la séparation qu'il y avait entre le gouvernement et le président de la République n'existe plus. C'est une bonne chose à bien des égards, mais ça pose aussi un certain nombre de difficultés ou de contraintes, comme c'est le cas. Mais je crois que concernant cette crise, je suis optimiste quant à son issue. C'est-à-dire, vous pensez que ça va bien se terminer? Oui, je pense que les enseignants et le gouvernement... Oui, l'objectif, c'est pas celui-là. Je pense que les enseignants ont obtenu ce qui, raisonnablement, était possible d'obtenir en l'état actuel. À court ou à long terme? Non, à court, je vais dire à court terme ou court moyen terme. Quand je dis court moyen terme, c'est-à-dire au cours de l'année 2026, parce que je pense que la plupart des dispositions qui ont été prises et retenues concernent l'année 2026. Maintenant, le secteur de l'éducation est un secteur vivant qui a des difficultés structurelles pour lesquelles il faudra peut-être à froid que les partis s'assiedent pour voir comment ils les règlent. Mais la crise actuelle n'était pas une crise de l'éducation nationale. C'était une crise des agents de l'éducation nationale par rapport à leur situation administrative et financière. Donc ce n'est pas tant les questions pédagogiques qui étaient en cause. Ce n'était même pas les questions auxquelles on était habitué d'équipement de salle de classe et tout le reste. C'était des questions liées au traitement et à la carrière des agents. Donc les autres questions doivent être réglées. Et puis, il faudra effectivement qu'on traite, y compris au terme de cette crise, les problèmes par leur cause. Quelle est la cause? Vous avez utilisé les expressions, et à raison, du sentiment d'absence de considération ou de dignité des enseignants. Je crois que c'est un problème qui est bien plus large que la seule question de leur carrière ou de leur rémunération. C'est une question qu'il faudra que le pays traite, que le pays regarde en disant pourquoi est-ce que 28 000 agents de l'État qui sont d'éducation nationale ont le sentiment qu'ils ne sont pas considérés dans la société, qu'ils ne sont pas considérés par leur employeur. C'est une question qu'il faut se poser
Parce qu'il s'agit des gens qui transmettent le savoir aux citoyens. Certes, ce sont nos enfants, mais ce sont des citoyens en devenir. Merci. Merci, monsieur Jean-Gaspard Toutmaï, qui est avec nous ce matin sur les 104.5 Urban FM, la station urbaine. C'est toujours un plaisir de vous recevoir dans notre émission. Bon, moi aussi, même si c'est la seule radio que je fréquente. Vous avez un franc-parler, même si des fois, on se sent bien ici. On doute, même si des fois on sent que vous nous faites un peu la politique, mais c'est pas grave. On accepte ça comme ça. Mais vous doutez de tout, c'est votre travail de journaliste qui vous conduit à cela. Merci, bonne journée. C'est moi qui vous remercie. Bonne journée à vous et bon week-end. Le DaFresh Morning, c'est 104.5 tonnes de bonne humeur. Tous les matins sur Urban FM, la meilleure radio de la capitale.